L'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI-RDA réclame la tenue d'un bureau politique et d'une convention pour choisir un autre candidat. Le mouvement a proposé lors d'une conférence de presse aujourd'hui des solutions pour maximiser les chances de retour au pouvoir de leur parti. La Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État a exprimé sa joie aujourd'hui après l'augmentation de la prime exceptionnelle de fin d'année accordée aux fonctionnaires en activité comme à la retraite par le président Alassane Ouattara. Celle-ci passe du 1/3 au 2/3 du salaire indiciel mensuel de base. Et puis la dépouille de l'influenceur Alain-Christophe Traoré dit Alino Faso a été rapatriée au Burkina Faso ce lundi. Une foule de jeunes qui réclament justice l'attendait à Ouagadougou. Alino Faso a été retrouvé mort dans sa cellule de l'école de gendarmerie d'Abidjan le 24 juillet. Il y était inculpé depuis janvier pour intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire. Allons-nous vers une autre tension au sein du PDCI. L'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI-RDA a organisé aujourd'hui même une conférence de presse pour exprimer des inquiétudes quant à l'avenir du parti dirigé par Cheikh Tidiane Thiam. Cette initiative, composée de membres de l'ex-mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et ceux de la coordination des cadres du PDCI, a aussi fait des propositions pour le retour au pouvoir du parti. Seul bémol, le secrétariat exécutif estime par voie de communiqué la déclaration inopportune et inappropriée. Nadia Eja, Joseph Zekre. Le non-respect de certaines dispositions statutaires et réglementaires, l'absence de vision claire et de stratégie cohérente, des pratiques internes étouffantes pour le parti, l'éloignement de la base et des réalités du terrain font partie des 10 points énumérés par l'IRSPDCI-RDA, Initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI-RDA, en signe de dénonciation du fonctionnement du PDCI-RDA. Nous suggérons de convoquer dans les plus brefs délais et dans le respect des statuts des assises extraordinaires, notamment un bureau politique de clarification et de préparation de la convention de désignation du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous suggérons d'organiser en urgence une nouvelle convention de désignation du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025, suite au 9e congrès extraordinaire électif du 14 mai 2025, qui a consacré le plébiscite du président à 99,6%. Cela permet de tenir compte à la fois des exigences statutaires du parti et de la période de dépôt des candidatures à la Commission électorale indépendante, CEI, qui se situe entre le 25 juillet 2025 et le 26 août 2025 inclus. Pour cela, des solutions ont été proposées, parmi lesquelles l'organisation d'assises extraordinaires. Pour le parti septuagénaire, il s'agit de se donner tous les moyens pour une participation effective du PDCI-RDA à l'élection présidentielle et une victoire du parti. Nous appelons tous les militants et sympathisants qui partagent nos préoccupations et notre désir de renouveau à nous rejoindre pour œuvrer collectivement au redressement de notre parti afin qu'il redevienne un instrument efficace au service du peuple et de la nation. L'objectif final étant la reconquête et l'exercice du pouvoir d'État. L'IRSPDCI-RDA est composé des membres de l'ex-mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, MEECI, et de membres de la coordination des cadres du PDCI. Lors de son message à la nation du 6 août dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé l'augmentation de la prime exceptionnelle de fin d'année accordée aux fonctionnaires en activité comme à la retraite. Celle-ci passe du 1/3 au 2/3 du salaire indiciel mensuel de base. Une bonne nouvelle pour la FARC Côte d'Ivoire. La Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État, l'organisation s'est prononcée lors d'une conférence de presse. Nadia Eja, Joseph Zekre. J'ai décidé d'augmenter la prime exceptionnelle de fin d'année des fonctionnaires. Elle passera ainsi d'1/3 du salaire indiciel mensuel de base à 2/3 du salaire indiciel mensuel de base en janvier 2026. Une annonce forte du chef de l'État, saluée par le FARCI, Fédération des associations des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite, lors de cette conférence de presse. En plus de ces problèmes, la FARCI a évoqué la suppression des impôts sur les pensions de 320 000 francs CFA. Il s'agit d'abord du paiement des effets financiers de nos avancements indiciaires depuis les années 88. Ensuite,
savez, nous sommes à la retraite et nous ne participons plus aux activités de l'État alors que nous sommes encore vivants, nous sommes encore bien portants. Nous demandons que l'État nous associe à chaque fois qu'il y a des grandes cérémonies, les fêtes de l'indépendance, les cérémonies de présentation de vœux au chef de l'État et autres. Nous souhaitons aussi que nous soyons représentés dans les institutions comme le Conseil économique et social. La Farci est composée de 14 associations issues de tous les corps de métier avec des membres de tout grade. Savez-vous si le téléphone que vous tenez en main en ce moment est un reconditionné? À Abidjan, les téléphones recyclés ou encore jamais activés s'exposent à la vue de tous. Un business florissant qui fait la joie des revendeurs, des techniciens chargés de redonner vie à ces appareils, mais aussi des clients qui repartent, vous allez le voir, avec des smartphones de dernière génération, mais à moindre coût. Faltia Koulibaly, Chèque Bleu. Quasi neuf, reconditionnés et recyclés, ou encore jamais mis en service. Ces téléphones s'alignent en pleine vitrine à Koumassi, au marché Djekonan. Dans cette ruelle dédiée au marchandage, les appareils, pour certains venus d'Europe ou d'Amérique, s'offrent une seconde vie. Et au milieu de cette effervescence, Hassan, vendeur bien connu des lieux, tient son étal et fait circuler ses objets tant convoités. Les téléphones quasi neufs, c'est les téléphones déjà utilisés. Voilà, à peu près déjà utilisés, qui ont juste été décelés. Les téléphones reconditionnés, c'est les téléphones sans garantie Apple. Maintenant, les téléphones non activés là, et ça, les téléphones qui ont des garanties Apple dessus. Voilà, un an de garantie Apple. Quand on va acheter, on nous donne des reçus, voilà, pour nous prouver la provenance de là où ils ont acheté et tout. Voilà, et puis nous aussi, quand on vend aussi, on donne des reçus, voilà, pour les garantir qu'il n'y a pas de problème. Si il y a un problème, on va chez notre fournisseur et puis on clarifie les choses. Les clients recherchent les quasi neufs. Voilà, les quasi neufs, ils sortent beaucoup. Et les nouveaux dans le carton. Parce que c'est le prix, quand tu leur dis le prix du nouveau dans le carton et que tu leur dis le prix des quasi neufs, ils préfèrent prendre le quasi neuf que de prendre les nouveaux. Au même moment, Mariam, une habituée des lieux, fait son apparition. Ce n'est pas sa première transaction avec Hassan, mais elle a ses exigences bien précises parmi la multitude de modèles. J'ai préféré quasi neuf à cause de la couleur d'abord et puis le prix. Parce que le prix est plus abordable que les scellés. Voilà pourquoi il y a toutes les informations que je dois avoir ici. Et puis, si aussi il y a un problème, je peux venir voir mon vendeur avec un reçu en plus. À Trècheville, nous retrouvons Sekou. Depuis 4 ans, il vit du commerce de téléphones portables. Mais derrière les ventes et les sourires, son quotidien reste marqué par de nombreux défis et parfois même par des risques auxquels il doit faire face. Donc tout ce qui est commande de téléphone quasi neuf et autres, c'est rare d'avoir des soucis. Téléphones volés. Les téléphones volés, c'est plus en général après les trocs. Le client ne te dit pas la vérité. Il vient, il te dit par exemple que le téléphone lui appartient. 1 mois, 2 mois après, il y a qui vous savez qui viennent vous dire ah, le téléphone il est volé dans tel endroit. Et voilà. Quand ça arrive, on essaie de retracer encore le client qui a été avec son téléphone fait un troc par exemple, parce que c'est généralement après ça que ça arrive. Ou dans certains cas, comme par exemple, un client qui revient te vendre un téléphone. Par confiance, tu prends, et puis après, bon, il y a des bobos. Mais pour pallier à ça, nous, on fait juste des enregistrements, on fait des décharges et autres, pour ne pas se perdre. Changement de décor. Cette fois, place aux techniciens. Ici, les doigts s'activent avec précision, les gestes sont maîtrisés, les regards concentrés. C'est Abimaël. Technicien chevronné, il redonne vie aux appareils défectueux. Une grande partie de son quotidien consiste à réparer ces téléphones de seconde main qui circulent sur le marché. Les quasi neufs, la plupart des pannes, c'est les réseaux, batterie et puis écran. Voilà, c'est tous les réseaux. Par exemple, le téléphone peut être là-bas, la personne a utilisé peut-être, il avait déjà un problème de réseau. Et puis ils ont réparé. Et puis la personne a commencé à utiliser. Donc petit choc, le même problème de réseau peut revenir. Donc quand le client vient, par exemple, un client qui vient pour dire mon téléphone est tombé, ça ne s'allume plus. Quand tu finis, tu changes l'écran, le téléphone s'allume. Quand le réseau n'est pas là, il te dit que c'est toi qui as gâté le réseau. Or, en réalité, le réseau, parce que ça a été déjà réparé, parce que c'est quasi neuf.
ça a été déjà réparé. Voilà. Donc, en tout cas, les casiers neufs sont très difficiles à réparer. Voilà. Par rapport au circuit. Du marchandage aux ateliers, le téléphone portable poursuit son étonnant cycle, passant de main en main avec adresse et précision. Bien plus qu'un simple outil de communication, il devient ici le symbole de l'ingéniosité, de la débrouille et parfois d'une véritable survie économique. Ils sont 4 jeunes Ivoiriens qui partagent la même passion pour les technologies numériques avec pour spécialité le cloud computing. Celui-ci ouvre les domaines du cloud service, de l'intelligence artificielle et le big data. Le 4 août dernier, ils ont remporté le prix d'excellence du meilleur talent numérique et technologique. Nous sommes allés à leur rencontre avec Salif Yalekwe et Tanguy Kona. Yacouba Diakité, ingénieur en data science et intelligence artificielle, ancien de l'ISATIC, l'école supérieure africaine des TIC, a remporté le prix mondial dans la catégorie Cloud Computing parmi plus de 170 000 candidats issus de 80 pays, dont la Chine, le Brésil, la Turquie, la Colombie et l'Égypte. Fort de cette performance remarquable, il a été nommé ambassadeur de la Huawei ICT Compétition 2025 et désigné coach de l'équipe ivoirienne. Une équipe composée de Othniel Kwame Ndri, Lewis Balogun, formé aussi à l'ESATIC, et Israël Aziz Bakayoko, de l'Université Polytechnique de Bingerville, a décroché des finales mondiales de la prestigieuse compétition internationale Huawei ICT Compétition, tenue à Shenzhen en Chine en 2024 et 2025. Avec ces titres glanés et bien d'autres individuels, ils ont décroché le prix d'excellence du meilleur talent numérique et technologique le 4 août dernier au Palais présidentiel. Une fierté pour ces jeunes loups, passionnés qui se retrouvent dans l'un de leurs centres de formation. Nous ressentons qu'il y a de la fierté, vous voyez, qu'il y a de la fierté, qu'il y a de la reconnaissance envers notre pays qui aujourd'hui est dans cet élan de promotion de l'excellence, vous voyez. Avec l'excellence, on peut arriver à tout. Je conseille de s'orienter vers les technologies du numérique parce que c'est d'abord le présent. En termes d'employabilité, c'est un domaine qui est beaucoup demandé. Voilà. En plus de cela, le pays a besoin de nous. Le cloud computing, c'est, on va dire, la mise à disposition des ressources technologiques, des ressources informatiques, que ce soit les ressources de stockage, les ressources des différents serveurs aux différentes entreprises à travers les technologies de l'Internet. Donc cela est accessible aux entreprises, on va dire, à la demande et ils payent exactement ce qu'ils consomment. Devenus des modèles pour la jeunesse ivoirienne, ils exhortent ceux-ci à la voie de l'excellence du travail pour être également propulsés. Je crois en le rêve, de saisir les opportunités parce que nous ne savions pas ce qui nous attendait à la fin de cette aventure-là. Nous avons cru en nous, nous avons cru aux efforts que nous avons fournis et nous sommes progressivement, après la phase nationale, arrivés à la phase régionale ainsi que la phase finale et nous avons remporté ce prix-là. La base de tout succès, c'est l'apprentissage. Il faudrait commencer par apprendre. Apprendre et faire face aux difficultés, savoir se relever. Ils n'entendent point s'arrêter si tôt. Bien au contraire, pour eux, le travail doit continuer pour faire de la Côte d'Ivoire un hub en matière de technologie numérique. Dans cette lancée, ils continuent de bénéficier du soutien de l'État ivoirien, des formateurs à l'instant ici du directeur général de l'ESATIC, qui leur adresse ses poignées de main, très fiers. Et voilà un reportage qui devrait plaire aux amoureux d'art. À Bingerville, un jeune artiste peintre s'est forgé un style unique, représenter les visages à l'envers, une démarche atypique qui attire de plus en plus l'attention. L'art à l'endroit, la tête à l'envers, un portrait de Mina Touré et Fulgence Kissiedou. Dans son atelier situé dans la commune de Bingerville, Georges Brully a ses habitudes. Dès son arrivée, musique en fond, une prière, puis le pinceau en main devant nous, il se met à l'œuvre. Étape après étape, il trace ses traits avant d'appliquer les couleurs. Issu d'une famille d'artistes, il a grandi dans cet univers dès son enfance. Autodidacte, il s'est formé en observant son père et son grand-père. C'est en 2021 qu'il décide de se lancer. L'artiste explique sa démarche. Moi, en tant qu'artiste, je peins le monde tel que je le vois. J'ai été, dès mon jeune âge, confronté à des situations qui m'ont vraiment brisé à l'intérieur, où j'ai vu, si je peux le dire, un homme se faire brûler pendant la crise qui a frappé la Côte d'Ivoire. Tu vois, ça m'a beaucoup choqué, ça m'a beaucoup affecté en tant qu'enfant. Donc je me suis posé la question de savoir pourquoi ces guerres, pourquoi on s'entretue.
Donc peindre des visages renversés, c'est aussi amener le spectateur à se questionner sur notre environnement. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? C'est en se posant les bonnes questions que nous allons trouver peut-être les solutions et vivre peut-être en parfaite harmonie dans ce monde. Pour lui, la peinture n'est pas qu'une passion, c'est aussi un métier qui nourrit son homme. En général, les petits formats varient entre 1 million et 1,5 million. Les grands formats, c'est encore plus. L'art nourrit son homme. J'arrive à subvenir à mes besoins, acheter le matériel, travailler, j'arrive à bien m'en sortir. Un métier qui lui permet d'envisager l'avenir avec optimisme, malgré les défis du milieu artistique. Mes œuvres sont quand même un miroir. J'ai vu que tout spectateur qui se met face à mon travail se retrouve face à un miroir. Voilà, donc je pense que mon travail consiste aussi à amener l'humanité sur une bonne voie. C'est le rêve de tout artiste, d'exposer à l'international. C'est l'un de mes plus grands rêves et je compte me battre pour atteindre ce rêve-là. Autodidacte, passionné et original, Georges Brully incarne une nouvelle génération d'artistes ivoiriens qui redonnent à la peinture une place centrale dans la culture contemporaine. Toupet, c'est un film qui raconte l'histoire de deux policiers, un baoulé et un autre bron, confrontés à un drame familial mêlant douleur, colère et justice. L'avant-première de ce film, projeté sur grand écran à Cocody, à l'initiative de la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi, vise à rappeler les valeurs de cohésion sociale puisées de nos traditions locales à travers les jeux d'alliance interethnique pour lutter notamment contre les violences dans ce contexte électoral. La précision de Pierre Dipomela. Toupet, la force de la tradition, un film de 52 minutes réalisé par Charles Kouakou, projeté en avant-première au Sofitel Hôtel Ivoire, met en lumière les alliances interethniques, ces pactes de non-agression comme vecteurs de paix, de cohésion et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le film Toupet nous replonge dans nos traditions. Dans la tradition ivoirienne, nous avons ce qu'on appelle les alliances interethniques. Ces alliances-là qui ont été tissées par nos aïeuls, qui font que moi, baoulé que je suis, je n'ai pas le droit de faire du mal à un Agné. Un Sénofo n'a pas le droit de verser le sang d'un Yakuba ni d'un Gouro. Et donc, tout ça, dans nos traditions, ce sont des leviers qui devaient pouvoir nous permettre de vivre en paix. Un projet cher à la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi, qui en est la productrice. Son but, lutter contre les violences, surtout dans ce contexte électoral. En tant qu'initiatrice de ce projet, vous comprenez que je suis particulièrement heureuse. Je tiens en tout cas à remercier tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'être présents et qu'ils aient compris les raisons pour lesquelles nous avons souhaité vraiment, avant octobre 2025, faire en sorte que ce film puisse être non seulement diffusé, mais qu'il puisse pouvoir passer d'abord au niveau du district autonome des Lacs, dans les 3 grandes régions, mais également en dehors du district. Les ministres Belmondo Dogo et Amadou Koulibaly se sont réjouis de cette initiative. Nous avons une jeunesse, je dirais, qui a un peu la tête dans les réseaux sociaux. Et pour nous, il serait bon de revenir à la tradition. Nous restons convaincus que si nous mettons au centre de la nation les alliances interethniques, nous aurons un pays plus apaisé. C'est tous ces jeux d'alliance-là qui ont régulé nos sociétés dans la tradition, dans l'ancien temps, que nous devons nous réapproprier et le faire comprendre aux différentes générations. Le film va parcourir toute la Côte d'Ivoire pour raviver les alliances interethniques, mais surtout connecter les jeunes générations à ces valeurs traditionnelles qui ont longtemps régulé les communautés africaines. Je vous le disais en titre, la dépouille de l'influenceur Alain-Christophe Traoré, dit Alino Faso, a été rapatriée au Burkina Faso ce lundi. Une foule de jeunes qui réclament justice l'attendait à Ouagadougou. Alino Faso a été retrouvé mort dans sa cellule de l'école de gendarmerie d'Abidjan le 24 juillet 2025. Il y était inculpé depuis janvier pour intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire. Pierre Dipomela. La dépouille mortelle d'Alain-Christophe Traoré, ressortissant burkinabé connu sous le sobriquet d'Alino Faso, a quitté Abidjan pour être remis à sa famille au Burkina Faso, 3 semaines après le constat de sa mort à l'école de gendarmerie, où il était détenu. Un rapatriement qui intervient après les démarches engagées par le gouvernement burkinabé, de concert avec la famille du défunt. Le corps d'Alain Traoré
a été accueilli par une foule composée de membres de famille, membres du gouvernement et des Burkinabés venus réclamer justice. Interpellé en janvier dernier en Côte d'Ivoire, Alino Fasso avait été inculpé pour intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire, selon le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan. Son corps a ensuite été découvert dans sa cellule, un suicide par pendaison, selon le procureur de la République. Une thèse rejetée par les autorités burkinabées qui appelle à l'ouverture d'une enquête. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, à partir de 20h15 donc, la Quotidienne Info, votre nouveau magazine de décryptage de l'actualité présenté par Ali Diarra Souba. Alors ne décrochez pas. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.